Quand on m'a demandé de faire la critique de Missing, j'ai vu le film, et je me suis rendu compte que si j'en faisais juste une critique, ça allait être un peu léger. Alors j'ai eu envie d'en faire plus que ça. Puisque je sais qu'il aime énormément cette actrice, comme son pseudo Storm Reid fanboy le montre bien, j'ai décidé, oui, de me faire quasiment toute sa filmo. Ouais, je dis quasiment parce qu'avant le premier rôle qu'on va aborder, elle avait eu un tout petit rôle dans 12 Years a Slave, que j'avais vu à l'époque, mais que j'allais pas remater pour une apparition de 3 minutes, hein, quand même. Et puis des téléfilms genre Léa to the Rescue ou Santa's Bootcamp, faut pas déconner non plus. Cela dit, Santa's Bootcamp, c'est dispo sur YouTube si vous êtes en manque de films de Noël. On sait jamais, maintenant qu'on est en janvier, hein. Mais attention, parce que c'est bien pourri. Même Eric Roberts en faux Père Noël de supermarché n'est pas drôle. Donc à partir de là, j'avais mieux à faire que de me taper les 93 minutes de ce film. Mais à partir de 2016, Storm Reid va recevoir des rôles plus conséquents, dans des films un peu plus ambitieux. Alors on va pas parler en détail de tout, et si vous voulez uniquement la critique de Missing, je vous mettrai des timecodes, mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur la carrière de celle qui deviendra la sœur de Zendaya dans Euphoria, promis, je vais faire vite. En 2016 donc, elle est castée pour jouer la sœur du perso principal d'un film de super-héros produit par Blumhouse et la WWE, oui c'est random mais c'est comme ça, Slay ou Slate. Elle n'est pas toujours juste, mais dans ses bonnes scènes, malgré son jeune âge, elle parvient à être convaincante et touchante. Le film en lui-même n'a pas grand chose d'original, ça emprunte à Matrix et First Class pour son climax, mais ça se laisse regarder. Et le gars de Psych, du Lay Hill, en gangster, c'est marrant. Par contre, l'épilogue qui appelle à une suite, ça me semble un petit peu foutu, bien que le film ait remboursé son petit budget. L'année suivante, elle joue la fille de Common dans A Happening of Monumental Proportion, un petit film vite vu, vite oublié, avec un casting plutôt fourni, notamment Jennifer Garner, Rob Riggle qui m'a beaucoup fait rire, que je ne connaissais pas et que j'ai toujours vu dans rien d'autre, et des apparitions de John Cho, dont on va beaucoup parler plus tard, Kumail Nanjiani, Katie Holmes et même Keanu Reeves en Marie Cocu qui se moque ouvertement de son personnage de John Wick. Le film vaut surtout pour la dynamique entre Common et son nouveau patron, qui l'accuse d'avoir cassé la machine à café. Ouais, dit comme ça, c'est pas ouf et le film est pas ouf, hein, mais la petite galerie de personnages est sympa. Storm Reid sert de lien entre les différentes histoires puisqu'on va aussi bien suivre ce qui se passe dans son école qu'au boulot de son père avant que les deux univers se rencontrent en fin de film. Et elle est encore une fois assez crédible, en particulier dans une scène pleine d'émotions qu'elle partage avec Common dans le final. Donc un film clairement oubliable, mais une petite prestation qui va lui permettre d'enchaîner avec un projet beaucoup plus ambitieux, chapeauté par Disney, un raccourci dans le temps, un film que j'avais vu à l'époque en salle, et je me permets de me justifier tout de suite, à ce moment-là je bossais dans un petit cinéma de quartier, et on avait projeté le film pour une séance scolaire je pense, et comme j'avais pas grand chose d'autre à faire, je m'étais posé en salle. Je suis du coup l'un des seuls en Belgique à l'avoir vu au cinéma, parce que je pense qu'il est finalement même pas sorti ici. À l'époque, j'avais vraiment pas aimé, genre j'en garde un vrai mauvais souvenir, mais histoire d'être complet pour cette vidéo, je l'ai rematé sur Disney+, et ouais, c'est toujours aussi nul. On suit donc Meg, incarnée par Storm Reid, une gamine dont le père scientifique a disparu mystérieusement et qui, pour ne rien arranger, n'est pas très appréciée à l'école. Sans aucune raison, après 10 minutes, Reese Witherspoon déguisée en Bradley débarque et commence à raconter n'importe quoi. Ce qui va les mener, elle, son petit frère insupportable mais apparemment hyper intelligent, et un gars de l'école croisé par hasard, dans une quête pour retrouver, vous vous en doutez, son père. Ça n'attend pas trop longtemps avant de complètement partir en vrille, à base d'Oprah Winfrey géante, de Mandy Kaling très très cringe, et de Witherspoon qui se transforme en salade volante, pendant que les gamins sont très mal incrustés sur son dos. On n'est qu'à 30 minutes de film et c'est déjà l'un des pires trucs que j'ai vu cette année. On va se balader de lieu en lieu, rencontrer des personnages fonctions, vivre des péripéties dans des effets spéciaux moches, être confronté à Michael Peña avec une incroyable moustache, et au petit frère qui devient méchant, ce qui n'est pas le jeune acteur qui avait déjà du mal à bien jouer. Et enfin, bien sûr, grâce à un truc sorti de nulle part, Meg retrouve son père, joué par Chris Pine, coincé apparemment dans une version orange du décor du clip Hotline Bling. Tout est bien qui finit bien, et c'est l'une des dernières tentatives originales de Disney parce que ça s'est planté au box-office, alors que c'est sorti la même année que Infinity War, Black Panther ou Les Indestructibles 2, tous dans le top 5 au box-office à la fin de l'année, alors qu'un raccourci dans le temps pointe péniblement à la 57e place. Avec un budget de 130 millions de dollars, c'est un échec qui aura fait perdre une bonne centaine de millions à la compagnie. Mais ça limite, ça nous regarde pas. Par contre, la qualité très minime du produit fini, pour 130 millions, là il y a quand même quelques questions à se poser. Niveau scénario, c'est destiné clairement à des enfants ou à des très jeunes ados.
mais même eux doivent être vite perdus tant on passe rapidement d'un concept à un autre sans trop l'expliquer, dans un gloubi-boulga narratif horrible, renforcé par des visuels vraiment dégueulasses. On crache souvent sur Lone Ranger, John Carter ou Tomorrowland, mais à côté d'un raccourci dans le temps, c'est pas loin d'être des chefs-d'œuvre. Je pensais que j'avais été un peu dur la première fois que je l'avais vu, et finalement, je pense que je l'ai encore moins aimé cette fois. Sérieusement, la fréquence pour voyager dans l'univers, c'est l'amour. Je trouve déjà ça terriblement niais dans un film compétent comme Interstellar, mais alors ici, au secours quoi. Et c'est pas parce que tu cites Hamilton en fin de film que ça va changer mon avis, hein. C'est trop tard. Pour ce qui est de notre actrice, Storm fait ce qu'elle peut, mais elle a la même mauvaise direction d'acteur que les autres, et les dialogues sont tellement pétés que ça aide pas. Donc je vais pas perdre plus de temps à parler de ce truc, et on va passer au film suivant qui sera, je l'espère, plus agréable à mater. Et ce film suivant, c'est un thriller, Don't Let Go, dans lequel Storm Reid partage la vedette avec David Oyelowo, et produit par Blumhouse. On y suit un flic qui va tenter d'empêcher la mort de la famille de son frère, avec l'aide de sa nièce, Reid donc, avec qui il est en contact depuis le passé, puisque techniquement dans son présent, elle fait partie de la famille de son frère, donc quick. Le film partait bien, tentant le fantastique avec une histoire de faille temporelle, mais ça s'embourbe, se justifie avec des décisions illogiques des personnages, se répète assez rapidement, et le twist final est un rien forcé, mais globalement, c'est plutôt pas mal, et c'est peut-être son meilleur film jusqu'ici si on ne compte pas 12 Years a Slave. Et on ne le comptera pas. En parlant de bons films, elle va enchaîner avec L'Homme Invisible de Leigh Whannell, réinterprétation du monstre d'Universal, toujours produit en partie par Blumhouse. Elle n'a qu'un rôle très secondaire ici, elle joue la fille de Aldis Hodge, l'intérêt sentimental du personnage principal interprété par Elisabeth Moss. Elle n'a que quelques scènes où elle fait le taf, mais le film en lui-même est vraiment très réussi. Je vous le conseille franchement si vous l'avez pas vu. En tout cas, c'est beaucoup mieux que son Wolfman qui vient de sortir en salle. Mais ça, on en parle dans le deuxième Ciné-Popcast, parce que si vous savez pas, j'ai sorti un podcast sur une chaîne secondaire. C'est un autre sujet. On reste dans du bon cinéma avec son film suivant, où elle n'est plus un personnage secondaire mais carrément bien tertiaire, avec seulement 2-3 scènes dont une seule avec une réelle substance, le Suicide Squad de James Gunn, l'un des meilleurs films de super-héros de ces 10 dernières années. Mais encore une fois, elle y apparaît à peine, on va pas épiloguer, mais si vous l'avez loupé, foncez le voir, c'est à des années-lumière de la catastrophe qu'était le premier film, que j'ai d'ailleurs traité en vidéo si ça vous intéresse. En 2022, retour dans un cinéma un peu plus confidentiel, avec une série B qui n'est pas sortie en salle sauf en Corée du Sud, voilà, pourquoi pas, One Way d'Andrew Baird. Avec Kevin Bacon, toujours à l'affût d'un cachet, peu importe la qualité du film, Drea De Matteo, qu'on avait vu dans Les Sopranos mais qui maintenant fait plus parler d'elle pour ses opinions politiques que pour sa carrière d'actrice, Travis Fimmel, qui décidément a du mal à percer dans le cinéma après le succès de Viking, et Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, le mec qui a bu le sang de Megan Fox et s'est tellement fait détruire par Eminem en 2018 que depuis il a arrêté le rap. Vous sentez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film ? Une grande partie de One Way est assez statique. Le personnage de MGK, un petit gangster qui a piqué de l'argent aux mauvaises personnes et s'est pris une balle dans le bide, est dans un bus et passe des appels téléphoniques à droite à gauche. Sur papier, ça peut fonctionner, genre Locke avec Tom Hardy, c'est très bien, et c'est juste un gars dans une voiture avec un kit main libre pendant 90 minutes. Mais bon, c'est Tom Hardy. Pas Colson Baker. Dans ce bus, il va rencontrer une jeune fille, Storm Reid, dans ce qui est peut-être son rôle le plus insupportable. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé ces dialogues vraiment horribles. Et pour ne rien arranger, j'ai eu l'impression que le mixage sonore était pourri. Les bruits du bus, de la pluie, de la musique étaient beaucoup trop forts comparés au dialogue. C'est un détail, mais quand le film est déjà pas ouf, c'est le genre de truc qui peut le rendre complètement irregardable. Ajoutez à ça que le rôle principal, c'est Machine Gun Kelly qui grogne et se vide de son sang, et pour le dire gentiment, j'ai l'impression d'avoir plus souffert que lui. Il se passe quasiment rien à part à la toute fin, et à ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'en avais plus rien à foutre. Suivra enfin le film qui nous intéresse, Missing, dont on va parler tout de suite, mais avant ça, deux choses. Déjà, je m'en voudrais de parler de la carrière de Reid sans évoquer son meilleur rôle, celui de Gia Bennett dans la série HBO Euphoria. Elle n'est pas énormément présente à l'écran, c'est un personnage plutôt secondaire, puisqu'elle incarne la petite sœur du personnage de Zendaya, mais c'est pour moi son meilleur rôle, simplement parce que c'est là qu'elle se dévoile le plus. Dans des scènes très fortes, des scènes émotionnellement compliquées, où ça gueule, où ça pleure, on peut reprocher pas mal de trucs à la série, mais au niveau de sa direction d'acteur, c'est du costaud. Et Storm Reid ne fait pas tâche dans un casting où la plupart des jeunes commencent à percer ou font déjà partie des nouvelles stars d'Hollywood, comme Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer ou évidemment Zendaya. Elle aura peut-être une plus grande importance et un rôle avec plus d'ampleur dans la saison 3, puisque les acteurs que je viens de citer ont d'autres trucs à faire, à tourner et seront peut-être moins présents.
Eh ben non, ça vient d'être annoncé, elle ne sera même pas présente dans la saison 3. Ah bah c'est super. Toujours pour HBO, elle passera également une tête dans l'épisode 7 de la série The Last of Us, épisode flashback tiré du DLC Left Behind, où elle incarne Riley, la meilleure amie / un peu plus que ça de Ellie. Elles vont passer une nuit ensemble à faire les 400 coups, vider des bouteilles et s'amuser dans un centre commercial désaffecté avant que, irrémédiablement dans un monde post-apo rempli d'infectés, quelque chose tourne mal. J'en dis pas plus si vous n'avez pas vu la série, mais c'est HBO, c'est très quali, et c'est l'une des rares bonnes adaptations d'un jeu vidéo. Et Stormbreed parvient à laisser une excellente impression, malgré qu'elle n'apparaisse que dans un seul épisode. Et pour terminer, en 2023, elle joue l'un des premiers rôles du film La Nonne 2, la suite d'un spin-off de l'Insidious Verse. Ouais, ça partait mal, et effectivement, c'est pas bon du tout. Et j'ai même pas envie d'en parler plus que ça, les seuls trucs d'intérêt que j'ai trouvé, c'est le prêtre qui tape sa meilleure combustion spontanée après 5 minutes, et l'actrice qui joue la fameuse nonne, c'est en fait aussi celle qui est à l'origine du meilleur jumpscare de l'histoire du cinéma, celui de Mulholland Drive, de David Lynch. Si vous savez, vous savez, si vous ne savez pas, je l'ai déjà dit et je le répète, Mulholland Drive, c'est chef-d'œuvre. Ok, on a fait le tour pour Stormbreed, mais pour pouvoir bien parler de Missing, il faut avant ça revenir sur 2 autres films. Déjà, vous vous en doutez, Searching, sorti en 2018, film dont Missing sera la suite, pas exactement directe puisqu'on ne suivra pas les mêmes personnages, mais en tout cas dans le même univers. Searching, c'est l'histoire de David Kim, John Cho, dont je vous avais dit qu'on allait reparler, père de famille ayant déjà perdu sa femme d'une longue maladie, qui va se retrouver confronté à la disparition de sa fille. Synopsis plutôt classique, mais l'originalité, c'est qu'aucune scène n'est filmée directement. Tout ce qu'on va voir se passe sur un écran, la plupart du temps sur le PC de David. Le film va évidemment s'appuyer assez fort sur l'utilisation de la webcam pour mettre des acteurs à l'image, mais bien souvent on est face à des conversations par SMS ou par mail, scrutant parfois l'écran pour essayer de trouver des indices avant le personnage principal. C'est vraiment bien foutu, ça tient en haleine pendant 1h40, et même si je suis pas un grand fan du final, attention je vais spoiler si vous ne voulez pas connaître la fin, avancez de 30 secondes ou coupez le son jusqu'à ce que vous ne voyez plus la grosse tête de Mel Gibson, pourquoi pas, voilà. Et maintenant je vais spoiler. Alors c'est tout con, hein, mais je trouve le happy end forcé. La fille elle est au fond d'un ravin depuis une semaine, elle a fait une chute terrible, mais elle a survécu parce qu'il a plu. Et donc elle a pu boire. Enfin, j'imagine qu'une fin heureuse, ça se vend toujours mieux à Hollywood. Bon allez, dégage Mel Gibson. Donc Searching c'est plutôt réussi, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et ce que je vous conseille aussi, c'est le film suivant du même réalisateur, dont je me rends compte que j'ai pas encore cité le nom, Anish Ghazi, remarqué grâce à cette vidéo filmée avec des Google Glass, ce qui lui a permis de bosser 2 ans chez Google au rayon publicité. Searching était donc son premier long métrage, et il va enchaîner en 2020 avec Run, qui se passe aussi apparemment dans le même univers, mais qui est produit comme un film classique, avec des vraies caméras et de la mise en scène. On va pas rester 2 heures dessus, mais c'est pas mal non plus. Cette histoire mère-fille avec cette mère ultra protectrice de sa fille en chaise roulante, c'est 89 minutes qui vont de rebondissement en rebondissement, au point où ça devient peut-être un peu too much à la fin, et qu'on n'est pas loin de révélation du niveau d'un téléfilm M6, mais le duo Sarah Paulson et Kiera Allen, qui est réellement en chaise roulante dans la vie de tous les jours, ce qui apporte une grande touche de réalisme à l'ensemble et ajoute de la tension, fonctionne à fond. Donc si vous aimez les films à twist, je vous le conseille aussi, puis un film avec Sarah Paulson, ça se refuse pas. Bon, ça y est, on a fait le tour. Ok, donc Missing, réalisé par Will Merrick et Nicholas D. Johnson, dont c'est le premier film mais qui étaient tous les 2 monteurs sur le film Searching, Missing va, comme son titre l'indique, reprendre grosso modo le même principe que Searching donc, même si on va le voir, ils vont trouver quelques astuces pour intégrer un peu plus de mise en scène classique, surtout vers la fin. Mais bon, nous on va commencer par le début. Ah et par contre, pour pouvoir bien parler du film, va falloir que je spoil, donc s'il vous intéresse, il doit être dispo sur Netflix, en tout cas il l'est en Belgique, du coup allez vite le mater et puis revenez voir la fin de la vidéo. On rencontre June, encore très jeune, avec ses parents alors qu'ils viennent de déménager. Le père n'a pas l'air au top et on comprend assez vite, après un bon temporel, qu'il ne fait plus partie de leur vie aujourd'hui. Il était malade et le film nous dit qu'il n'a pas survécu. June est maintenant une jeune adulte de 18 ans, jouée évidemment par Stormbreed, et elle mate un épisode de série sur Netflix qui revient sur les événements du premier film, juste histoire de bien nous montrer qu'on est dans le même univers. Sa mère s'apprête à partir en voyage avec son nouveau mec, Kevin, et June s'apprête à profiter d'avoir la maison pour elle pour faire la méga teuf, tout en évitant qu'une pote à sa mère, qui est censée garder un œil sur elle, Heather, ne se rende pas compte de ça. Gardez-la en tête, la Heather, c'est une avocate et elle va être importante plus tard. La semaine se passe, elle fait un peu trop la fête, déprime le dernier soir parce que c'est la fête des pères, et le lendemain va chercher sa mère et son mec à l'aéroport. Sauf qu'ils sont pas là. Et là déjà pour moi, première surprise, c'est pas la gamine qui disparaît, mais sa mère et son gars. Je ne savais rien du film avant de le lancer et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Cela dit, si tu veux faire de Stormbreed ton perso principal, ça paraît logique qu'elle ne disparaisse pas après 15 minutes de film, hein.
Elle commence alors sa petite enquête, essaye d'appeler sa mère, Kevin, leur hôtel en Colombie, le tout avec un espagnol très approximatif, et elle apprend qu'ils ont laissé toutes leurs affaires là-bas. Ça commence à puer un peu cette histoire. L'ambassade n'est pas d'une grande aide, alors elle décide de passer par des particuliers, via un site qui permet de trouver des gens qui font des petites tâches pour toi. C'est généralement plutôt venir ranger ta maison ou réparer ton lave-vaisselle, mais elle va tomber sur Javier qui ne coûte que 8 $ par heure. Et il va devenir son détective privé sur place. Pendant ce temps, sur son PC, évidemment, elle accentue ses recherches sur Kevin, le nouveau copain de sa mère, et trouve quelques trucs un peu inquiétants. Genre qu'il a plusieurs alias et a déjà fait de la prison pour extorsion. Le gars était déjà suspect, maintenant ça fait de moins en moins de doutes. Mais vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vraiment, vous allez voir, ça part loin. Très loin. Ok, pour que vous puissiez suivre, il faut ajouter 2 personnages à l'intrigue. Bunny, une femme qui ressemble pas mal à la mère de June, que Kevin voyait souvent et qui ne donne plus de signes de vie depuis 2 semaines non plus, et Jim, chez qui Kevin allait également régulièrement, un ancien détenu chez qui il bosse à sa réinsertion. À force de fouiller un peu partout, elle trouve des images de caméras de rue, elle voit Kevin demander sa mère en mariage juste avant qu'ils se fassent tous les 2 kidnapper. Ah ben voilà, en fait c'était pas Kevin le méchant, c'est juste les vilains cartels colombiens qui kidnappent les touristes pour leur prendre de l'argent. Ouais, pas vraiment. Le film va un peu dans tous les sens, mais ça nous met pas mal dans l'état mental de June, qui elle aussi est baladée de gauche à droite au fur et à mesure de ce qu'elle apprend. Et elle est pas au bout de ses surprises. Et vous non plus. Parce que, en recoupant plusieurs infos et en regardant mieux les photos que Kevin lui a envoyées, elle comprend qu'en fait, il était bien en Colombie, mais pas avec sa mère. Non, avec Bunny ou Rachel si on prend son vrai nom. Sa mère n'aurait en fait jamais quitté Los Angeles, et tout le reste, le voyage, la demande en mariage, le kidnapping, tout ça, ça a été mis en scène par Kevin. Bon ok, pas si sympa que ça finalement le Kevin, mais pourquoi? Quel était le but? Et où est la mère de June? Grace Allen. Alors accrochez-vous, c'est maintenant que le film va prendre une tournure bien tordue, mais pas si étonnante que ça si on fait un peu attention et qu'on connaît ce style d'histoire. Je viens de donner le nom de la mère, Grace Allen, mais retournement de situation, c'est pas son vrai nom, mais un nouveau nom, utilisé pour complètement changer de vie des années auparavant. Les médias et internet s'emparent de l'histoire, ça devient viral, et tout le monde semble aller vers la même piste. Est-ce que Grace s'est encore une fois évaporée? Est-ce que finalement le cerveau derrière tout ça, ce serait pas elle? Non. non, ce serait beaucoup trop facile. Vous vous souvenez quand j'avais dit que Heather allait être importante? Ben c'est maintenant. Parce que la meuf, elle était en contact secret avec Kevin, donc June se rend à son bureau pour fouiller un peu. Mais comment est-ce qu'on peut la suivre si on est censé être sur un écran? Ouais, c'est là que le film commence à un peu tirer sur la corde pour arriver à rester dans le thème. Pendant l'une des fêtes, l'un de ses potes a oublié sa montre connectée et cette montre a une caméra, comme ça tombe bien. Arrivé dans le bureau, il y a un truc qui ne semble pas net, il y a des photos qui semblent menacer l'avocate et les infos sur son PC sont en train d'être effacées. June finit par retrouver Heather, morte. Ouais, c'est la joie. Et à propos de mort, la police colombienne a retrouvé Kevin et l'a abattu. Bon, mais c'est pas lui qui va nous aider. On résume, il n'y a plus personne pour faire progresser le scénario, donc faut sortir quelque chose de son chapeau. Et c'est là que 2 fusils de Chekhov vont être utilisés. Les voicemails de June que sa mère lui a demandé d'effacer au début du film, et son petit surnom qu'elle ne supporte plus, Junebug, qui va se révéler être le mot de passe dont elle avait besoin pour accéder aux différents comptes de sa mère. Ça fait partie des trucs que j'avais trouvé bien avant l'héroïne. C'est un peu frustrant, mais bon, faut bien que le film dure 1h50. Elle accède au compte Google de sa mère, il y a un mail qui date d'il y a plus d'1 an, où quelqu'un dit qu'il l'a retrouvé, elle recoupe ça dans les mails de Kevin et tombe sur des caméras de surveillance quand, sorti de nulle part, le Jimmy qui aidait pour la réinsertion de Kevin l'appelle et débarque chez elle. Bon, si vous n'avez pas encore compris qui est le fameux Jimmy, je peux plus rien pour vous. Yep, c'est papa. Il tente de s'expliquer, lui dit que sa mère l'a fait envoyer en prison, et June connecte rapidement les points, comprend que lui et Kevin ont tout manigancé pour se débarrasser de Grace, qui s'appelle en réalité Sarah, mais bordel, c'est déjà assez touffu comme ça. June veut fuir, mais il la kidnappe. What the putain de Saint-Simonac? Alors, je suis pas contre les films surprenants, hein, et je dois dire que la tension fonctionne pas mal ici, mais je pense que vous vous en rendez compte avec ce résumé que j'essaie de rendre le plus clair possible, hein, je vous promets. C'est vraiment chaud. Ça saute d'une piste à l'autre toutes les 5 minutes, c'est incessant, et quand on arrive à la révélation finale, mentalement, soit on a déjà tout compris et on attend que ça passe, soit on a déconnecté et on s'en fout un peu. Parce qu'au fond, c'est loin d'être révolutionnaire dans l'écriture. C'est le genre de twist capillotracté qu'on retrouve régulièrement, on y revient, dans des téléfilms de l'après-midi un peu pétés, où chaque micro-détail qu'on nous donne pendant les 10 premières minutes permet de deviner plus ou moins tout ce qui va se passer après pendant 1h30. Mais bon, maintenant qu'on y est, voyons comment ça se conclut.
Grâce à la magie des caméras de surveillance bien heureusement ouvertes sur le PC de June, on va pouvoir suivre l'action comme si on y était. Et si on ajoute quelques zooms dans l'image, on est presque devant des séquences de cinéma classique. Ce qui est un peu de la triche, mais on va plus s'arrêter sur des détails comme ça. Grace réussit à se libérer, va libérer June, et là, tous les détails empilés depuis le début vont avoir une utilité, puisqu'elle va utiliser la montre de son pote pour appeler Ravière en Colombie. Sauf que papa est pas super content. Il revient, tire sur maman, et, par un heureux hasard, sur le miroir derrière elle, ça se tape, et maman le termine avec un morceau de miroir dans le cou. Termine ? Non, c'est trop tôt pour ça. Il se relève, ferme la porte, avant d'aller crever comme une merde sur son PC, en cherchant un hôpital. Il reste plus qu'une seule solution. June utilise le son des caméras pour utiliser Siri sur son iPhone qui est resté devant son PC. Ils sont sauvés, leur histoire est adaptée sur Netflix, même Ravi s'est rabiboché avec son fils, bravo et vive Apple, c'est fini. J'ai un peu l'impression que comme toutes les suites un peu opportunistes qui se respectent, ils ont pris ce qui avait fonctionné dans Searching et ont tapé les potards à 1000. C'est pas un mauvais film, les acteurs tiennent la route, Storm réussit à porter le tout sur ses jeunes épaules, mais je me demande en fait si un tel scénar a réellement bénéficié de l'artifice tout sur un écran. Je sais pas si un autre film du genre est prévu, Missing a rapporté presque 50 millions avec un budget de 7, donc c'est toujours plutôt rentable. Alors connaissant Hollywood, il y a moyen qu'on en ait encore, et en vrai pourquoi pas, que ce soit Missing ou Searching, ce sont pas des expériences de cinéma désagréables, et s'il trouve un bon scénar, ça peut encore le faire. Pour ce qui est de Storm Reid, j'espère qu'elle réussira bientôt à trouver des rôles principaux dans des films de qualité, parce que jusqu'à présent, au niveau grand écran, c'est pas la folie, ou alors encore un bon rôle chez HBO, pourquoi pas, c'est souvent beaucoup mieux qu'un gros film hollywoodien. Allez, j'espère que ce petit retour sur la carrière de Storm vous aura plu. Sur ce, moi je file en salle, faut que je mate Robbie Williams joué par un singe en CGI. Le cinéma. Ciao.